On reviendra tout à l'heure peut-être sur ce nouvel an asiatique, c'est toujours intéressant parce que... Très intéressant. Mais bien sûr, parce que j'ai pris le Vietnam, parce qu'il y a des parallèles évidemment avec d'autres colonies françaises ou d'autres communautés françaises. Et comme par hasard, donc le problème il est bien culturel. D'autres communautés étrangères en France qui ne posent aucun problème non plus. Je pense par exemple qu'ils n'ont pas la même culture. Je pense par exemple à la communauté turque. Les Turcs ne posent jamais de difficultés. Ou les Kurdes, par exemple. Oui, mais ce qui est intéressant, ce que vous dites sur ce qui est intéressant dans le Vietnam, c'est que c'était une colonie française. Oui, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. Donc le problème, il est culturel. À partir de ce moment-là où le diagnostic est bon, on peut évidemment essayer de trouver les bonnes solutions. On pourra savoir Rachel Kahn. On pourra savoir les signes asiatiques de tout le monde si vous avez votre année. Oui. Alors oui, oui, vous avez raison. Oui. C'est la serpent de bois. Alors je voulais vous faire écouter, on n'avait pas forcément prévu de commencer par cela, mais il se trouve que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ce qu'elle a dit ce matin montre la radicalité, la polarisation une nouvelle fois du débat en France. Ce qu'elle a dit ce matin me paraît absolument invraisemblable et montre aussi la CGT, dans quel état est la CGT, comment aujourd'hui trouver un accord avec un syndicat aussi radical, aussi virulent, puisqu'elle a parlé des patrons, en disant que les patrons coulent le pays et que les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui en 2025. Sophie Binet. Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Mais si délocalisation il y a, au bout du bout, c'est quand même des salariés qui perdent leur emploi. Vous pourriez être solidaire de ce combat-là. Mais évidemment, la CGT se bat, et on est bien seul d'ailleurs, pour dénoncer les centaines de milliers de licenciements qui sont en cours aujourd'hui. Mais malheureusement, les patrons n'ont pas attendu cette annonce d'une surtaxation des plus grandes entreprises pour licencier et délocaliser. Bon, c'est vraiment intéressant. Les rats quittent le navire. Vous imaginez si quelqu'un qui a une personnalité en France politique stigmatisait un adversaire, parce que c'est un adversaire pour la CGT, manifestement les patrons, en les traitant de rats. On en est là. Comment on va faire avec ces gens-là ? Comment on peut mettre en place un dialogue social avec la CGT lorsqu'on est un patron qui quand même, pour la France, a œuvré. Quand elle pense sans doute à Bernard Arnault, on ne va pas rappeler son engagement pour Notre-Dame, on ne va pas rappeler son engagement pour le Made in France, pour ce qu'il peut faire dans le monde entier de ça. Comment on fait avec ces gens-là ? Bien sûr. Alors, André Valigny. Dieu merci, si j'ose dire, il n'y a pas que la CGT. D'abord, la CGT a toujours été très à gauche, très revendicative. On se souvient de Georges Ségui, de Henri Krasuki. Mais pas à ce niveau-là. Moi, je ne crois pas qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas cette radicalité. Non, c'est vrai que la CGT s'est radicalisée depuis quelques années, c'est vrai. Mais heureusement, il n'y a pas que la CGT. Moi, j'apprécie beaucoup Marie-Lise Léon de la CFDT, qui, d'ailleurs, dans la tradition de la CFDT. Mais là, je vous parle de la CGT. Comment Oui, mais vous me parlez d'autre chose. Comment on fait ? Il n'y a pas la CGT. Ah ben, il n'y a pas la CGT, mais quand la CGT est présente, ça pose quand même un problème. C'est difficile, oui. Et quand elle est dans un rapport de force favorable, je pense notamment à la SNCF ou dans ces endroits-là, ça pose un problème. La CGT est au syndicalisme, ce que la France insoumise est à la gauche en politique, c'est-à-dire de l'excès, de l'outrance. D'ailleurs, on voit beaucoup maintenant Sophie Binet et les autres membres de la CGT défiler pour des manifestations palestiniennes. Je ne vois pas bien ce que ça va faire dans leur combat social. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir un dialogue social avec des gens qui ont des positions aussi radicales que celle de Sophie Binet. Elle devrait défendre l'emploi. Je crois quand même que Bernard Arnault est assure des emplois en France. Donc sa déclaration est absolument incompréhensible. Cette radicalisation a commencé, je crois, avec M. Martinez. André Valigny. Avec M. Martinez, alors que celui d'avant, qui s'appelait Bernard Thibault, me paraissait quand même plus constructif, si j'ose dire. Hein. Moi, je trouve ça invraisemblable. En fait, je maintiens que dans l'espace médiatique, cette sortie est absolument invraisemblable. Dire des grands patrons, d'abord essentialisés, pour reprendre le vocabulaire de la CGT, essentialisés. Les patrons n'en ont rien à faire de la France. Les rats quittent le navire. Mais tout le monde devrait être scandalisé de dire cela. C'est l'alerte qu'a lancé Bernard Arnault,
Il n'a pas dit je vais partir pour partir. Mais il n'a pas dit d'ailleurs que je veux pas qu'il veut partir du tout. Et d'ailleurs, il a été suivi par le patronat, par tous les patrons qui ont dit on se reconnaît dans ce qu'a dit M. Arnaud. Mais la culture française, c'est d'expliquer que les patrons sont des salauds. On en est là en 2025. On en est là dans ce pays. La même Sophie Binet qui refuse de répondre au micro de CNews, par exemple. Ce qui a été choquant aussi, Pascal. Je vous assure, ce pays va vraiment mal. Qu'on en soit encore là. En 2025, alors on peut dire qu'elle représente personne, Madame Binet, ce qui est d'ailleurs vrai, sauf dans l'espace médiatique, sauf parmi les journalistes, sauf parmi les artistes, sauf ce courant-là qui est dominant aujourd'hui dans l'espace médiatique, complètement déconnecté d'ailleurs du reste de la réalité, du reste de la population. Non, mais il y a l'essentialisé, comme vous l'avez dit, mais c'est surtout déshumanisé, parce qu'à partir du moment où on commence à mettre des noms d'animaux sur des personnes, et en l'occurrence là, dans cette idéologie anti-riche, anti-esthétique, anti-beau, c'est-à-dire qu'en fait c'est une dette intellectuelle maintenant, c'est-à-dire qu'on a déjà une dette financière énorme, mais la dette intellectuelle qui ne nous pousse pas les grands patrons justement à porter un pays sur le beau, parce qu'ils représentent LVMH, une esthétique, l'élégance française aussi. Et tout ça, ils le détestent. Pascal, je veux ajouter quand même que hier, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a eu une déclaration qui a été aussi mal ressentie et un peu choquante lorsqu'il a dit « les patrons qui partent ont raison de partir ». Quand on est patron du patronat français, on évite d'encourager les patrons à quitter la France. Et Éric Lombard, qui est un ministre qui me paraît très étrange, et on va l'écouter tout à l'heure, a parlé de la fronde des patrons. La fronde. Mais enfin, est-ce qu'un jour il est possible de dire que le cœur de l'activité de la France, c'est l'économie, c'est le cœur, c'est-à-dire que tous les gens vivront mieux si la France va mieux, si les entreprises vont mieux, et chacun peut. Alors, en revanche, il faudrait peut-être enlever quelques taxes, quelques impôts, et permettre aux uns et aux autres de mieux gagner leur vie. Au moment où les États-Unis baissent l'impôt société à 15%, oui, mais on les augmente à 40%. La radicalité, elle est en place. Je vous le dis depuis des semaines, ils ont perdu le contrôle du récit, ça les rend dingues. Et on monte d'un cran à chaque fois. Et là, on va terminer dans un affrontement, possiblement en tout cas. On est en 1792 avec ces gens-là. Ils viendront avec les fourches devant LVMH pour aller chercher. Pourquoi ? On en est là. Non, peut-être pas quand même. Mais écoutez, mais Madame Binet, elle en est là. Je pense quand on en est rendu à dire les rats quittent le navire, ils viendront avec les fourches et ils demanderont la tête sur les pics, bien sûr. Je pense qu'on est plus près de 1788 que de 1789. Écoutez, moi, ce qui me fait peur avec ce que vous disiez par rapport aux manifestations pro-palestiniennes, entre guillemets pro-palestiniennes, c'est qu'il y a aussi une stratégie dans le boycott de tous les produits israéliens, vous savez, tous les boycotts de produits importés d'Israël, où avec le BDS, il y a quand même des choses qui se passent. Les grands patrons coulent le pays. Quelle honte! Quelle honte de dire cela. C'est caricatural. Mais c'est pas caricatural. Si. Mais même vous, c'est pas caricatural, c'est simplement une honte. André, pardonnez-moi, c'est pas caricatural de dire ça. Parce que caricatural, c'est encore autre chose. Parce que caricatural, ça part déjà de quelque chose qui existe. Alors c'est excessif et donc insignifiant. Mais c'est pas excessif. C'est excessif et insignifiant. D'abord, c'est faux. C'est une détestation du patron. C'est faux. Et écoutez Éric Lombard, qui parle de fronde des grands patrons. Moi, je veux appeler tout le monde, mais les Françaises et les Français aussi, à la responsabilité. Nous sommes dans une situation de déficit, de dette, qui sont des sujets sérieux et graves, et nous devons collectivement affronter cela. Et donc c'est vrai que cette année, nous avons demandé un effort exceptionnel aux grandes entreprises pour 1 an seulement. Et nous allons, dans les années qui viennent, proposer une évolution de nos trajectoires économiques et budgétaires pour nous remettre dans une rationalité économique et de ne pas être surendettés. Ceux qui nous écoutent ne sont pas surendettés pour la plupart d'entre eux. Et ceux qui donc sont, c'est le message bien que c'est en difficulté. Il y a une forme d'ingratitude, de manque de patriotisme des patrons. Quand on est ministre, on ne s'attend pas à la gratitude de ses contemporains. Je dis juste, c'est un effort collectif et chacun doit y participer. Bon, il n'a pas dit la fronde sur cet extrait, manifestement, il l'a dit plus tard. Et alors, vous avez un journaliste qui dit c'est l'ingratitude. Enfin, c'est l'ingratitude qui demande. Vous trouvez que c'est l'ingratitude des patrons? Mais je rappelle que l'actionnaire de TF1, c'est Martin Bouygues. Donc, je ne sais pas comment il va réagir en entendant ça,
Je suis un petit peu surpris il faut détester de ce que je peux entendre ici ou là. Il faut détester le patron. Mais il y a quelque chose qui est significatif aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un film ces dernières années où le patron a été aimé? Non. À chaque fois qu'il y a un patron dans un film, notamment un film français, il faut qu'il soit détesté. Le cinéma français, de toute façon, véhicule une idéologie. On l'a vu encore récemment avec des films subventionnés à grands traits par l'argent public et qui n'ont aucun succès, aucune réussite. Vous voulez écoutez, alors vous voulez en parler? Alors parlons-en. J'avais prévu de parler de ça depuis tout à l'heure. Le dénommé Une pour toutes. C'est un film qui est une adaptation des Trois Mousquetaires woke. Et il se trouve que Marie-Caroline Le Pen a interpellé le conseil régional d'Île-de-France et vous allez entendre la question qu'elle a posée parce que le conseil régional Île-de-France a quand même donné 390 000 € pour faire un film. Qui fait un flop. Bon. Mais c'est plus qu'un flop, il y a 2 personnes en moyenne, il y a 3 personnes par salle. Moi je voudrais savoir pourquoi, je vous assure, je voudrais vraiment... Un jour en France, on dit qu'il n'y a pas d'argent État. Je voudrais savoir pourquoi on donne 390 000 €, pourquoi le Conseil général ou régional d'Île-de-France donne 390 000 € à un film woke. Vraiment, et Madame Pécresse, je voudrais vraiment qu'elle soit sur ce plateau et qu'elle nous dise pourquoi. Je préférerais qu'elle les donne ailleurs, ces 390 000 €, si vous me permettez. Mais c'est pas elle qui décide. Il y a des commissions. Il y a des commissions, comités paritaires. Politique. Oui, bien sûr. Il y a une commission paritaire avec la moitié des élus et la moitié des professionnels. Bon, et écoutons c'est Marie-Caroline Le Pen qui est donc au Conseil régional qui a posé cette question et ça va dans le sens de ce que vous disiez. Écoutez. Merci, Monsieur le Président de séance. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour mes chers collègues. La question du FRAC qui revient de manière récurrente pose le problème des subventions à la création et au-delà de la conception que nous avons de la région et de l'utilisation de l'argent public. Vous connaissez notre position sur le sujet et nous ne cessons de vous inviter à cesser de subventionner les réseaux de marchands de tableaux, les copinages d'un entre-soi artistique pour favoriser la création culturelle populaire, celle en direction d'artistes qui n'ont justement pas les relations ou parfois même juste pas le tempérament pour s'abreuver à la fontaine de l'argent public. De ce point de vue-là, le dernier film qui vient de sortir, Toutes pour une, est édifiant. Un film woke, parfaitement indigent et insultant pour l'œuvre de Dumas, qu'évidemment la région a subventionné à hauteur, je crois, de 390 000 € et qui détient d'ailleurs un record absolu de fréquentation avec une moyenne de 2 personnes par salle. Alors, comment vous dire que cette subvention vous ridiculise me laisse assez indifférente en fait. En revanche, qu'elle tende à discréditer notre institution et l'engagement à la légère de l'argent public pose une autre question et nous pose un problème. Pour le FRAC, comme pour toutes ces subventions, je vous l'ai déjà demandé et je vous le redemande, ayez l'humilité de tout mettre à plat. Alors, je me doute bien que Madame Portelli tentera, avec l'agressivité et le petit vernis culturel craquelé qu'on lui connaît, une démonstration de morgue politique. Mais ça ne changera rien, car votre politique culturelle ressemble à un naufrage, d'abord un naufrage financier, et s'agissant d'un film militant woke, un naufrage moral. Je me pose une question, en fait, je me dis si Madame Portelli n'a pas la lucidité ou le courage de se remettre en cause, pourquoi, messieurs les élus de la majorité, messieurs et mesdames de la majorité, pourquoi vous ne l'incitez pas à le faire, par exemple en refusant de cautionner ces lamentables dérives ? Elle a raison. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, elle a raison. Donc, Toutes pour une, c'est une adaptation du roman d'Alexandre Dumas par la réalisatrice Ouda Benyamina, qui met en scène des mousquetaires femmes. Le film totalise 9 407 entrées en 5 jours et ne rentre pas dans le top 30 des films de la dernière semaine. Le synopsis, c'est Sarah, une jeune fille en quête de liberté, découvre avec stupeur que les légendaires 3 mousquetaires protecteurs de la reine de France sont en réalité des femmes, dissimulées sous des apparences masculines. Fascinée par leur courage et leur détermination, elle décide de rejoindre leur aventure et de suivre leur chemin. Je veux dire, on imaginerait que c'est le Gorafi qui parle, que c'est parodique. Donc elles veulent se transformer pour être libres et enfin devenir elles-mêmes. À l'issue de son premier jour d'exploitation en France, Toutes pour une a fait 1271 entrées sur 564 séances.
soit une moyenne de 2 spectateurs par séance. En 5 jours d'exploitation, 9000 personnes, pour 155 copies distribuées à travers la France. Et on donne de l'argent public à ça. Que le film sorte, moi, très bien, j'ai aucun souci. Enfin, pourquoi là où on paye 390 000 euros, pourquoi l'argent public va à ce film ? Vous avez raison, c'est... Mais c'est... Il faudra... Mais en même temps, les résultats se flopent. Ça peut nous rassurer. Il faudra ouvrir vraiment la question de société, quoi. Financement public, parce que vous voyez d'autres films qui ont eu des grandes difficultés. Un petit truc en plus, par exemple, a eu beaucoup de difficultés à se financer. Et qu'on voit les résultats. On a chamboulé complètement notre programme, avec ces 2 infos qui n'étaient pas prévues dans cet ordre-là. Et M. Loewenstein est avec nous. Vous le connaissez, William Loewenstein, et je le remercie, parce qu'il attend depuis 20 minutes. Bonjour, M. Loewenstein. Pardonnez-moi, mais l'actualité, c'est le jeu de l'actualité. On va parler de ce qui s'est passé hier avec cet accident de bus. Et ce qu'on a découvert, évidemment, c'est que le chauffeur, était sous... empire de produits stupéfiants. Exactement, sous empire de produits stupéfiants. Et je voudrais que vous me disiez, lorsqu'on est sous l'empire du cannabis, les inconvénients, les difficultés à pouvoir conduire un car ou une voiture. Est-ce qu'on est autant en danger, par exemple, que lorsqu'on a bu 3 ou 4 verres d'alcool ? Oui, bonjour. Bonjour. Globalement, le cannabis va entraîner, après sa consommation, un ralentissement des réflexes et une diminution de la vigilance, ainsi qu'une difficulté d'analyse rapide des situations critiques. Mais cela dépend de plusieurs autres paramètres. Évidemment, l'heure de la dernière consommation, le fait d'être un usager occasionnel ou un usager chronique, et le dernier point, le mélange avec d'autres substances, d'autres drogues, comme l'alcool. Pour être plus explicite, si vous êtes un usager occasionnel, prendre le volant dans les 12 heures après la dernière consommation est un risque au volant, avec cette diminution des réflexes, cette altération de la vigilance, etc. Si vous êtes un usager chronique, prendre le volant 9 heures après la dernière consommation est un risque dans ces 9 heures de prendre le volant. On est tous d'accord qu'il ne faut pas prendre le volant avec n'importe quelle drogue, en théorie dans la loi, mais en pratique, la réduction des risques, c'est ça. Et surtout, éviter les mélanges cannabis et alcool qui multiplient par 5 à 8 les risques d'accident quand ces 2 substances, quand ces 2 drogues sont associées. André Vallini, voulez-vous poser une question ? Oui, docteur, j'ai une question pratique, si j'ose dire, à vous poser. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il pourrait exister des appareils qui permettraient de détecter le fait que quelqu'un ait pris un stupéfiant dans les 10 ou 12 heures précédant la prise du volant? On pourrait équiper tous les bus de cet appareil. Comme l'éthylotest. Comme l'éthylotest avec... Alors, on a à notre disposition essentiellement des tests salivaires, et après, pour être précis, il faut passer, hélas, à l'analyse sanguine. Ah oui. Parce qu'on n'a pas, comme l'alcool, la diffusion dans les poumons, et donc cette possibilité à la fois de mettre en évidence et de doser par éthylotest. Mais le test salivaire, salivaire, il révèle la prise de cannabis dans les dernières heures, ou il peut révéler, par exemple, une prise de cannabis 4 jours avant? Exactement. Le problème des tests salivaires qui ont été validés par notre État et nos tutelles, qu'ils sont d'une mauvaise sensibilité et mauvaise spécificité. Mauvaise sensibilité, ça veut dire qu'on peut avoir des faux positifs, des faux négatifs. Et spécificité, c'est que, par exemple, la prise de médicaments antidouleurs peut croiser avec le test salivaire pour donner un résultat positif, comme si vous aviez pris de l'héroïne. Bon, merci en tout cas, William Loewenstein. Restez quand même quelques secondes avec nous parce qu'on va passer la parole à Thomas Hill, que je remercie. Bonjour, cher Thomas.